Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver dans ce nouveau numéro des virées de l'été. Et aujourd'hui, je vais aller surfer. Je n'ai pas regardé les conditions de marée, je n'ai pas regardé du tout la météo, mais je suis certain de trouver une vague. Vous allez voir pourquoi. Élodie Pépin va nous faire voyager dans le temps et visiter le haut-bocage à bord d'un train à vapeur. Mais en attendant, on va retrouver tout de suite Baptiste, notre jardinier botaniste. Et moi, j'y vais. Salut, aujourd'hui nous allons parler de la tomate. Entretien, maladie, je vous explique tout de suite. Première chose, déterminer son port. Il existe des ports indéterminés et des ports déterminés. Pour les ports indéterminés, eh bien, c'est cet exemple-là. Une plante très touffue avec beaucoup de ce que l'on appelle des gourmands et une extrémité qui va toujours être croissante, poussante. Elle se termine par un bourgeon qui va toujours vous produire des bouquets de feuilles et de fleurs. Nous allons voir tout de suite à quoi ressemble un port déterminé. Dans le cas des pores déterminés, eh bien la plante finit toujours son extrémité par un bouquet. Ce sera une autre tige, que l'on pourrait surnommer là aussi gourmand, qui prendra le relais et qui formera à son tour de nouvelles fleurs et donc de nouveaux fruits. Ces fameuses tomates que l'on vient de voir à port déterminé sont des tomates dites de fainéants. Ce sont des tomates dont on n'a pas besoin d'enlever les gourmands. Par contre, pour toutes les autres tomates à port indéterminé, les tomates classiques, eh bien, il va falloir enlever ce que l'on appelle les gourmands. Les gourmands, ce sont ces tiges qui poussent à l'aisselle des feuilles. Si nous les laissons, nous allons nous retrouver avec un gros arbuste peu ventilé et avec un taux d'humidité à l'intérieur important. Et aussi, une production de fruits un peu moindre puisque toute la sève ne va pas être concentrée pour aller dans les fruits, mais plutôt pour générer d'autres tiges. Donc, l'exercice consiste à casser le gourmand, à le retirer pour que le maximum de sève aille dans les fruits et fasse des fruits plus gros, plus sucrés et normalement plus savoureux. Petite astuce pour avoir des tomates plus savoureuses, plus sucrées, il va falloir laisser 5 à 6 bouquets grand maximum sur votre plante. Premier bouquet, deuxième bouquet, troisième bouquet, les autres vont arriver. Ensuite, nous cassons la tête pour laisser à ces bouquets un maximum d'énergie et de sucre pour se concentrer. Voilà pour l'entretien, je vous laisse avec Arnaud. On se retrouve tout à l'heure pour parler comment éviter les maladies sur vos tomates. La planche main droite là vers l'avant, là tu viens poser l'arrière sur l'eau, ok, et là on vient mettre les deux pieds dessus. Ok, l'idée, on va venir descendre en bas de vague, tu tiens le mur, dès que tu peux tu prends la barre, après reste bien sur ton pied arrière, reste bien en appui sur l'arrière, ok, c'est ce qui va te permettre de rester calé dans la vague et de ne pas repartir. Tu vas voir que si tu es un peu trop sur l'avant, tu vas planter, tu vas partir derrière tout de suite. Voilà, prends la barre, ok, reste sur l'arrière, parfait. Regarde loin devant, ok, c'est cool. Là, si tu veux essayer, pousse un peu au mur. Yes. Wouh! Super. Et ben voilà, je sors de la piscine, je suis avec Jean-Christophe Bourru qui est le responsable développement là, de la Glacier House, cette vague artificielle. Une vague artificielle qu'on peut surfer finalement très jeune et ça devient assez naturellement vu qu'on part directement debout. C'est vrai que c'est une solution qui est unique en France qui va permettre aux plus jeunes à partir de 8 ans de venir essayer un sport, le surf, qui peut être difficile d'accès quand on va en pleine mer. Et là, c'est vrai que le complexe permet vraiment aux plus jeunes de venir tester, de venir plus facilement apprendre le surf, puisqu'on c'est vrai qu'on passe debout directement, on ne passe pas à la barre, on n'a pas de notion de take-off.
Et du coup, ça plaît vraiment à beaucoup de monde, et surtout les non-initiés au surf, ça leur permet de découvrir vraiment un sport complètement inconnu pour eux. Et on y prend vite goût. Est-ce que quand on vient, on y revient justement derrière? Oui, on a beaucoup de monde qui, une fois qu'ils ont goûté, veulent revenir parce que justement ils veulent progresser. Et souvent des vacanciers, au lieu de venir une fois, viennent 2-3 fois pour justement essayer de progresser le plus possible pendant leurs vacances. Et parce que l'avantage, c'est que quand on veut aller surfer dans l'océan, il faut que les conditions soient réunies, il faut avoir de la houle, il faut que le vent soit à peu près bien orienté. Là, on peut venir tous les jours et même en plein hiver. C'est vrai que c'est l'avantage. On a une eau qui est à 24-25 degrés toute l'année. Une vague qui est constante, qu'on peut moduler, qui va de 50 cm jusqu'à presque 1,50 m. Et en fonction du niveau, on adapte la vague. On est toujours encadré par un moniteur. Et en totale sécurité pour tous les élèves. Parce qu'on peut avoir une vague plus ou moins grosse qui s'adapte vraiment? On peut faire grossir la vague vraiment en fonction du niveau et des capacités des gens dans l'eau. D'accord. Et une vague aussi un peu plus agressive, un peu plus creuse? Oui, on peut la creuser. En effet, le système de flotteur nous permet de creuser la vague pour justement arriver à des vagues qui ressemblent à 90% à des vagues qu'on peut retrouver en pleine mer. Alors c'est pas vraiment les mêmes sensations, parce que je pratique un petit peu le surf dans l'océan. On a un peu de mal à se mettre dedans, on voit l'eau qui défile sous nos pieds. C'est inversé en fait. En mer, on cherche de la vitesse et ici, on lutte au début contre la vitesse. Mais c'est vrai qu'une fois qu'on a compris comment on luttait contre la vitesse, on va dire que les prises de quart, les manœuvres, on peut les retrouver exactement comme en pleine mer. Et alors là, les techniques, un petit peu les bases, qu'est-ce que c'est pour vraiment être stable sur la vague? Les bases, c'est d'abord de jongler avec son pied avant, son pied arrière. Parce que c'est vrai que quand on a tendance à aller en arrière, il faut appuyer en avant. Quand on va en avant, on appuie sur l'arrière. Sinon, la vague, elle nous emmène derrière. Sinon, on se fait embarquer automatiquement et on se retrouve derrière et on est obligé de refaire le tour pour venir dans l'eau. Ok. Et alors là, on pratique la vague, on vient s'amuser, mais il y a aussi un petit aspect compétition. Vous avez des gens qui viennent très régulièrement? On a des abonnés qui s'entraînent régulièrement. On a fait une première compétition qui a eu lieu au mois de mai, puisqu'on a monté une équipe qui s'appelle la Glacis Team, qui va représenter la Glacia House au championnat d'Europe de vague indoor, qui ont lieu tous les ans en Allemagne. En fait, c'est une compétition qui est organisée par le fabricant de la vague, City Wave. Et donc on va monter notre propre équipe pour aller concurrencer donc, tous les champions allemands et européens. Ok, donc c'est vraiment la création d'une nouvelle discipline en quelque sorte. Oui, en fait, il y a une très très grosse communauté de surfeurs de vagues statiques. On en connaît très très peu, parce qu'en France, à part les mascarés, c'est quasiment pas surfé. Mais si vous allez en Allemagne, là vous avez, en Allemagne, aux États-Unis, vous avez des rivières qui sont surfées régulièrement par une quantité de surfeurs incroyable. Ah, d'accord, parce que nous on pense au littoral, forcément la Vendée avec toutes ses côtes. Et les plus belles plages de France, Et en Allemagne, ils n'ont pas d'océan, du coup ils trouvent d'autres solutions alternatives. Exactement, le fabricant de la vague, City Wave, s'est inspiré d'une vague à côté de Munich, qui s'appelle l'Eisbach, où justement vous avez un endroit qui a été aménagé spécialement pour les surfeurs, où ils viennent surfer régulièrement cette vague. Alors par contre, on est dans une eau à 10 degrés, et là c'est beaucoup plus froid. Oui. Ah ouais, alors que là, on est bien dans l'eau, 24-25, on peut faire ces petits tours. Et les sensations de glisse sont là vraiment dès le début, même au début pour se stabiliser avec la barre, on est là. Et on arrive à faire ces petits virages et à tenir debout directement. C'est le but de la barre en fait, ça permet aux gens de se stabiliser beaucoup plus facilement, de trouver les sensations, de voir comment ils peuvent bouger en gauche-droite. Et puis après, on retire cette barre au bout de 10-15 minutes pour qu'après les gens puissent faire des traversées et tester de nouvelles sensations. Et pour traverser, moi j'ai eu un petit peu de mal quand je voyais les habitués qui traversaient ça en 1 seconde. Moi j'en mettais peut-être 10. Ouais, mais c'est normal, c'est le début. On ne peut pas du premier coup arriver à se mettre debout, à tenir, à faire la traversée, à faire des figures et des manœuvres. Non, il faut prendre son temps. C'est comme tout sport, quand on ne le pratique pas régulièrement, il y a un temps d'adaptation. On apprend après à bien se maîtriser sur la planche, à savoir faire la prise de quart et jongler pour justement éviter d'être trop bas ou trop haut sur la vague. Et on va dire en 4-5 séances, on arrive à faire du frontside et du backside, c'est-à-dire avoir la vague devant et la vague derrière et à faire des allers-retours comme ça. D'accord, et là on peut profiter pleinement. Je pense qu'on en profite pleinement dès le début aussi, mais on en profite encore plus en effet. C'est là où vraiment on se dit tiens, ça y est, j'arrive à surfer. Et nous, ce qu'on souhaite, c'est qu'après les gens, une fois qu'ils ont un bon niveau ici, ils puissent aller en mer et continuer à progresser en mer aussi. C'est hyper important. Le surf se pratique ici et en mer. D'accord, ouais, c'est vraiment une alternative en fonction de la météo. Oui, on a même des gens qui ont débuté ici et qui maintenant vont surfer en mer. Et avant, ils n'auraient jamais mis un pied dans l'eau. C'est vraiment le fait de venir découvrir cette vague qui leur a permis de pouvoir aller en mer par la suite. Est-ce qu'il y a des surfeurs même de haut niveau, des surfeurs qui surfent dans l'océan, comme là la vague elle a 1 an, est-ce qu'ils sont venus pour découvrir et même s'entraîner? On a Tristan Guilbeault qui est un très très bon espoir vendéen
qui est venu tester la vague. Ouais. On a aussi les clubs de surf qui viennent régulièrement pour, quand il n'y a pas de conditions, pour venir surfer la vague. Et c'est vrai qu'on n'a que des bons retours sur justement cette vague qui leur permet de s'entraîner hors conditions et qui leur permet aussi, dans un milieu, on va dire, indoor et complètement sécurisé, et de venir s'entraîner 363 jours par an. Ok. Merci beaucoup Jean-Christophe. Tout de suite, je vous laisse retrouver Élodie qui est montée à bord du train à vapeur. 15h30, gare de Mortagne-sur-Sèvre. C'est parti pour 22 km de voyage à bord de ce train à vapeur des années 1900. Et lancés à 30 km/h, les passagers prennent le temps d'admirer les paysages du Haut-Bocage vendéen. Mais beaucoup ne sont pas venus seulement pour la vue, mais pour s'offrir un voyage dans le temps. Dans les wagons, l'ambiance est à la nostalgie. J'ai été élevée dans une gare, donc j'ai joué dans les wagons. Et puis j'adore, quoi. Je retrouve mon enfance. C'est sympa et c'est important quand même de garder ce système pour faire voir aux enfants, à la génération, que voilà, comment ça se passait à l'époque. Et si les voyageurs peuvent s'offrir ce retour en arrière, c'est grâce à une association. Merci. Le train fonctionne grâce à 70 bénévoles. Bonjour, je vais vous demander vos billets s'il vous plaît. Des passionnés comme Christian Préau. Le petit train de la Vendée, ce qui est agréable, c'est qu'on voyage comme à l'ancien temps avec la machine à vapeur. Donc ça a tout un charme. Ça replonge dans une enfance. Puis c'est surtout de faire plaisir aux voyageurs qui viennent voyager. Les accueillir et puis surtout qu'ils passent un agréable moment parmi nous. Et voilà. Merci monsieur. Bon voyage. Merci. Dans la locomotive, le rythme est nettement plus soutenu. Le chauffeur doit rajouter du charbon durant le trajet. Son rôle est de chauffer la locomotive. Un travail qui demande une bonne condition physique. C'est du sport, oui. Une semaine avec le train, une semaine de repos derrière. De son côté, le mécanicien pilote la locomotive. Il gère notamment le freinage à l'arrivée en gare des Herbiers. Après 1h15 de conduite, pas question pour autant de se reposer. Les bénévoles doivent entretenir la machine. À l'arrêt des Herbiers, on est obligé de refaire de l'eau parce qu'on a consommé plus de la moitié de l'eau contenue dans les citernes. Ici, on met à peu près 4 mètres cubes, donc 4000, 5000 litres d'eau à peu près. Donc on refait de l'eau, on fait un graissage au niveau de l'embiellage et on fait une vérification complète de la machine pour être sûr que tout se passe bien au retour. Les petites machines comme ça, bon, faut vérifier assez souvent. Mais bon, s'il n'y a pas d'huile, c'est fichu. En plus de ces wagons autrichiens restaurés dans les années 60, l'association des chemins de fer de la Vendée est propriétaire de plusieurs voitures de l'Orient Express. Durant la saison estivale, elle propose dans ses mythiques wagons une formule déjeuner où le voyageur est replongé dans l'ambiance des années 30. Bon, mais tout de suite, vous pouvez retrouver Baptiste et moi, je vais commander une petite boisson pour m'enfraîchir. Garçon, garçon, garçon. La maladie la plus courante chez les tomates, c'est le mildiou. Vous la connaissez probablement. Elle provoque des taches noires, brunes sur vos feuilles lorsque le temps est humide et que les températures sont assez froides, en dessous 16 à 18 degrés. Pour éviter tout cela, nous allons vous donner toutes les solutions. Tout d'abord, pour éviter le mildiou, il va falloir éviter l'humidité. La première chose pour faire de vraies tomates biologiques sans aucun traitement, c'est de les faire sous serre, à l'abri des pluies. Sinon, effectivement, sur une plante très touffue, l'humidité va être concentrée à l'intérieur de cette touffe. L'égourmandage est donc un moyen intéressant pour se prémunir de l'humidité à l'intérieur de la plante et donc prévenir du mildiou.
Le mildiou est un champignon qui se développe sur des feuilles, plutôt dans un milieu acide. Première solution pour l'éviter, changer son milieu, le rendre alcalin à l'aide par exemple d'une solution à base de bicarbonate de soude. Mais l'une des solutions les plus sûres reste la bouillie bordelaise. La bouillie bordelaise est composée de cuivre, mais ne fonctionne qu'en préventif, c'est-à-dire avant l'apparition des maladies. Si votre plante est atteinte par le mildiou, je vous conseille d'éliminer les feuilles atteintes. Si parfois la plante est trop atteinte, eh bien il vaut mieux arracher le pied carrément et le brûler. Et les œillets d'Inde, dans tout ça, vous allez me dire, vous avez probablement vu que certains les plantent entre les tomates. Je vais vous expliquer à quoi ils servent. Eh bien, il ne sert absolument pas à lutter contre le mildiou. Il sert à lutter contre les nématodes, ces petits vers microscopiques dans le sol qui vont s'attaquer aux racines de la plante. Tous les œillets d'Inde n'ont pas vraiment le même effet sur ces nématodes. Tous sécrètent une substance, mais le plus utile dans tout cela, eh bien, c'est le Tagetes minuta, l'œillet d'Inde géant qui peut dépasser les 2 mètres. C'est celui qui a été utilisé et analysé par l'INRA. Les autres ont une action, mais qui n'a pas été mesurée. Vous êtes désormais mieux armé techniquement pour cultiver vos tomates. Vous n'aurez plus qu'à les déguster. Je vous souhaite donc bonne dégustation. On se retrouve dans un prochain épisode. Et n'oubliez pas, restez curieux. Et voilà, cette émission touche à sa fin. Moi, je vais siroter mon petit smoothie. Je vous retrouve bientôt. Et je m'inspire des pros parce que là, regardez, il y a du très très haut niveau quand même.